tous ceux de mon âge, je vous ai connu en tant que commentateur des Grands Prix sur TF1. D'où vient cette passion pour le sport automobile? Elle est très simple. Moi, je viens d'une famille de l'Aveyron. Et à cette époque lointaine, je parle de mes grands-parents, arrière-grands-parents, il y avait des familles nombreuses. Et à un moment donné, il fallait quitter l'Aveyron pour aller trouver du travail. Et une partie de ma famille est allée au Mans. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans l'âge de 4-5 ans à l'ombre des 24 heures du Mans, et ça a toujours été ma passion. Quand j'étais petit, je collectionnais non pas les petites voitures habituelles, mais que des voitures de course. Est-ce que ça vous manque de commenter des Grands Prix comme dans les années 90? Non, ça ne me manque pas parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis très âgé moi. Et commenter les Grands Prix, c'est à la fois du trac, un peu bien entendu, mais c'est de la tension, c'est de la concentration. Et je peux vous garantir que toute l'époque où j'ai commenté les Grands Prix, quand la saison s'arrêtait, je dormais des nuits et des nuits et des nuits entières sans m'arrêter, tellement il fallait se reposer. Donc ça ne me manque pas trop. De temps en temps, je participe encore un petit peu à ça. Par exemple, ici à Monaco, je rends service à Canal+. Mais moi, je préfère maintenant faire du magazine. D'ailleurs, dans la presse écrite aussi, je suis dans le magazine, je ne suis pas dans le quotidien. Et puis d'ailleurs, vous avez commenté les Grands Prix, l'âge d'or de la Formule 1. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or de la Formule 1. Moi, j'ai connu des époques où c'était pas amusant non plus. Vous savez, tout le monde se souvient des années Schumacher. Tout le monde. Moi, j'ai commenté les années Schumacher. J'ai commenté tous ces Grands Prix à Michael. Comme j'ai commenté tous les Grands Prix de Senna et de Prost, naturellement. Il y a des moments où, quand vous avez Prost et Senna ensemble, ça fait des courses. oui, voilà. Mais j'ai commenté les années Schumacher, où Schumacher, Michael, il était tout seul. Il dominait tout et à la fin, c'était quand même lui qui gagnait tout le temps. Et donc, pour intéresser en permanence les téléspectateurs, c'était compliqué. Heureusement, Michael, il avait une part d'ombre. Il était de temps en temps un peu teigneux, un peu méchant. Et donc, ça alimentait la source. Mais bon, c'était des années difficiles à commenter. Donc, vous savez, en ce moment, on vit une période où Mercedes domine. Hamilton, Rosberg, ils sont devant. Mais vous savez, Ferrari va revenir avec Vettel, et peut-être même avec Kimi, j'espère en tout cas pour lui, Kimi Raikkonen. Mais ça va changer. On est dans une période où Mercedes a étudié ce nouveau moteur hybride bien avant tout le monde, a fait beaucoup de lobbying pour qu'on ait ce moteur, il faut bien comprendre ça, et donc ils sont en avance sur les autres. Mais ça va changer, ça va se rattraper tout ça. Quel est votre meilleur souvenir en tant que commentateur? Je n'ai pas vraiment de grands souvenirs en tant que commentateur, sauf des victoires in extremis. Mais si je vous dis l'accident que Senna a provoqué contre Prost au Grand Prix du Japon, c'est-à-dire que 500 mètres après le départ du Grand Prix, on n'avait plus de course. Ça, c'est un grand souvenir parce que je me souviens que derrière, il a fallu meubler. Parce que les questions de tout le monde, c'était qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Bon, ça, c'est un souvenir. Mon souvenir, je vais vous donner le pire pendant que j'y suis, c'est naturellement Imola 1994, ça je le dis bien des fois. On a fait 6 heures d'antenne et à la fin, des images existent et des bruits existent. Et on avait une caméra, un genre comme la vôtre, dans la cabine et on voit que tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Oui, on est sorti de la cabine parce que le patron qu'on avait en direct dans les oreilles à Paris nous disait Jean, oui, il faut analyser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on est sorti avec Alain faire une interview. Et voilà, et au fur et à mesure, les gens se sont agglutinés autour de nous et tout le monde pleurait. C'était ça. Et ça, voilà, pour moi, c'est un souvenir terrible. Et même encore maintenant, on me demande, alors c'était comment la mort de Senna, c'était ceci, c'était cela. C'est un peu morbide comme question. Non, c'est pas morbide, mais la réalité, les gens veulent savoir. Et bon, on l'a fait, mais ça, c'est le pire de mes souvenirs. Que pensez-vous de ceux qui ont pris votre place, entre guillemets, chez Canal+? Écoutez, je me revois. Quand je les vois, je me revois, parce que je les côtoie. J'ai ici à Monaco, j'ai fait des commentaires en direct avec Thomas Sénécal à la présentation. J'ai fait du direct aussi avec Julien Febvreau. Je me revois, vous savez, Julien, je le vois. C'est maintenant un garçon solitaire, tellement il travaille, tellement il a de notes. Parce que maintenant, on ne peut plus faire comme avant. Il faut toujours être prêt à tout, à répondre à toutes les questions, etc. Ça, c'est la folie d'Internet, si on peut appeler ça une folie. Il n'est pas, je le vois bosser, je me revois en train de bosser et je me dis, je suis content de ne pas le faire.
Voilà, non, j'en pense du bien, Il y a un type que j'adore, qui est Franck Montagny. Franck, il est au niveau technique, ou quand il lui arrive de commenter les Grands Prix, parce que Jacques Villeneuve n'est pas là, il est absolument formidable. Il est enthousiaste, il comprend bien les choses, et puis surtout, il comprend ce que les gens, et ceux qui m'aimaient chez moi, c'est comprendre la mentalité d'un pilote. Et ça, pour ça, Franck, il le fait très bien. Bon, et puis on a, qu'est-ce que vous voulez, les présentatrices, on a Laurie, on a Margot, il y a Thomas, tout ça, toute cette équipe, elle est formidable. Moi, je les aime beaucoup. En plus, c'est une ambiance jeune. Canal, c'est une ambiance très différente de TF1. Oui. Canal, c'est une ambiance où ça remue, on a toujours de nouvelles idées, on travaille sans cesse. Voilà, c'est ça qui est important. Quelles sont vos espérances pour la saison 2016 ? Mes espérances pour la saison 2016. Il y en a une vraiment. Je voudrais que Nico, je suis un fan d'Hamilton, hein. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, hein. Tout le monde le sait. Voilà. Je suis un fan d'Hamilton parce que franchement, quand vous parlez à Hamilton, il vous dit les choses normalement. Il vous dit tu as vu d'où je viens ? C'est-à-dire qu'il vient d'un milieu pas aisé, à l'inverse de Nico. Tu as vu ma carrière ? C'est vrai, il a une carrière absolument formidable. Mais j'aime beaucoup Nico parce que, bon, j'étais très copain avec son père, l'équipier de Jacques Lafitte, on se connaît depuis des années. Nico, je l'ai vu tout petit, je l'ai vu sur la 905, accoudé à la roue, tout petit quand son père a fait les 24 heures du Mans avec la 905, il faisait des essais. Donc Nico, j'ai un faible pour lui. Et ce que je voudrais, c'est qu'il se remue, qu'il comprenne que le syndrome de Spa 2014, ça n'existe plus. Voilà, il y a cette histoire d'accrochage. Il faut quand même qu'il arrête de se faire rouler dessus en permanence par Hamilton. On ne peut pas faire des choses comme ça, c'est impossible. As et Renault seront les nouvelles équipes à suivre. J'ai pas fini. Bonjour. C'est la femme de Nini Russo. Nini Russo, ça a été un très grand navigateur. C'est un patron d'équipe de Fiat. Ouais, j'ai pas fini pour 2016. Je peux y aller. Oui, il n'y a pas aucun problème. Et puis sur 2016, ce que j'attends de pied ferme, c'est le retour de Ferrari. Parce que je connais la capacité de réaction de Ferrari, je connais bien Maurizio Arrivabene. Maurizio, c'est un patron de PME. Voilà, lui, il sait emmener les gens. Il a été un des grands patrons de Philippe Morris à l'époque. C'est lui qui a les contrats des pilotes, hein. Donc c'est une responsabilité. Il connaît les PME, il connaît la Scuderia, il a toujours été fan de la Scuderia, et c'est un professionnel du management. Et ça, c'est important, il a su s'entourer de talent tout de suite. Je fais confiance à Marchione, le grand patron de Fiat, qui est aussi un fan de Ferrari, mais qui voit ça lui aussi avec du recul. Il n'est pas dans le melting pot qui fait que l'équipe, ça bouillonne, etc. Donc ils ont du recul, ça c'est bien. J'attends énormément de Vettel, parce que Sébastien, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je l'adore d'abord parce que c'est l'étudiant permanent. Hein, il arrive avec son sac à dos, je le vois, il me fait rire. Il a son carnet de notes, il prend des notes sur tout ce qui ne va pas sur la voiture, sur ce qu'il a vu, etc. Et il est 4 fois champion du monde. Donc il a toujours un background qui est vraiment extrêmement important. Donc j'attends qu'il se réveille pour de bon. Voilà, je voudrais que ça soit une année Ferrari, ou en tout cas, que même si ça joue à un point, il soit à côté de Mercedes. C'est ça que j'attends vraiment. Absolument, absolument. Donc As et Renault seront les nouvelles équipes à suivre cette saison. Quel est votre pronostic sur leurs résultats pour les 2 prochaines saisons ? Alors pour ce qui concerne As, moi je pense qu'on les verra assez rapidement, peut-être pas tout à fait en haut, mais en milieu de grille. Pour au moins une bonne raison. C'est que la coque de la voiture, la monocoque a été faite par Dallara. Bon, alors il n'a pas toujours fait de bonnes monocoques, mais quand même maintenant les règles sont tellement strictes qu'on est à peu près dans le même carré pour tout le monde. Et puis tout le reste de la voiture, c'est une Ferrari. C'est la suspension avant, la suspension arrière, le moteur, la boîte, la carrosserie, l'aéro. Ouais, et donc ça joue beaucoup puisque ça servent la soufflerie Ferrari et ça crée déjà des histoires. Et ça c'est important. Donc moi je les vois progresser assez vite. Puis Grosjean, il a autant au départ je l'ai trouvé assez moyen, autant maintenant c'est un type qui a de la bouteille, un attaquant. Il a fait avec la Lotus, je vais être méchant, hein, qui n'était pas loin d'être une poubelle. Des courses formidables. Alors là, pour faire ça, il faut être technicien et puis il faut être courageux. Et il a eu ces 2 qualités-là, donc Grosjean, il peut faire bien. Ça, c'est pour As. L'autre équipe dont vous parlez, Renault. Pour ce qui concerne Renault, il faut bien comprendre qu'on retrouve l'association binomique Enstone, le châssis, Viry-Châtillon, le moteur, mais on comprend aussi que les grands patrons vont avoir un œil beaucoup plus précis
est strict sur l'écurie de Formule 1. Carlos Ghosn, il est comme ça. On sait très bien que la Formule 1, c'est pas la danseuse du président. Mais on sait très bien que c'est le président qui choisit, parce que ça engage l'image de marque de la compagnie dans le monde entier. Il y a 21 Grands Prix, je vous rappelle, en 2016. Et donc, ça va pas être facile. Donc, il faut faire attention à ça. Très important. Très important, donc, de comprendre ce que ce nouveau management chez Renault va faire. Fini l'air Briator, fini tout ça, voilà, ça c'est terminé, on ne fera plus comme ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut catégoriquement dompter ce moteur. Ce moteur est un moteur manqué. C'est incroyable de la part de Renault, ils faisaient des moteurs thermiques formidables, et c'est du côté du moteur thermique que ça a complètement merdé tout au long de des saisons passées avec Red Bull. Donc il faut faire très attention à ça, il faut qu'ils domptent ce moteur. Troisièmement, il faut qu'ils recrutent des gens, parce qu'on est en Angleterre pour Enstone, il faut recruter des motoristes à Viry-Châtillon aussi, donc il faut recruter beaucoup de monde, c'est compliqué le recrutement. Il faut faire comme Ferrari n'a pas hésité à faire, prendre des ingénieurs motoristes de Mercedes pour les mettre chez eux. Mais bon, il faut savoir séduire les gens aussi. Aller à Modène ou à Maranello, c'est séduisant parce que l'Italie, c'est un pays formidable. Bon, quand vous êtes dans la banlieue d'Oxford, quasiment en Angleterre, ou dans la banlieue sud de Paris, c'est moins drôle. Il faut recruter, il faut payer les gens. Voilà. Mais une fois ce cap passé, Renault, ils vont revenir comme ils savent le faire. Ils prennent 10 ans là. Et je pense que sur les 4 années qui viennent, ils peuvent nous décrocher une victoire. Donc, ils peuvent même cette année, ça sera un miracle. Mais ça peut toujours arriver en F1. Mais bon, ça serait un truc formidable. Voilà. Est-ce que Romain Grosjean a fait le bon choix, selon vous, de quitter justement Renault, enfin Lotus qui va devenir Renault, pour As? Oui, je crois que Romain a fait le bon choix, parce que je crois que l'équipe As Ferrari sera compétitive. Il entre dans un autre domaine. Il a connu le moteur Renault, il a connu le moteur Mercedes. Là, il va voir le moteur Ferrari. Ça, c'est une chose. Les gens disent que ça peut ouvrir sur la Scuderia Ferrari. Je n'en suis pas sûr. Ferrari, c'est pas leur style de choisir des pilotes dans un autre camp. Ferrari, ils veulent toujours les grosses pointures, les stars. Bon, voilà, ils les ont. Mais je pense que ça peut ouvrir des horizons pour Romain. Ça ouvre aussi une autre vie. C'est une vie peut-être à l'américaine un peu aussi, il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Peut-être que sa vie sera là-bas après, on ne sait jamais. En tout cas, il sera connu aux États-Unis. Pourquoi pas faire un beau jour de l'IndyCar, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est un autre aspect pour lui. Et puis peut-être qu'il peut revenir un jour chez Renault, parce qu'il connaît bien Stone et que c'est quand même un peu son berceau. Et donc, moi, je pense que ça peut se faire. Voilà. Mais je le vois très bien. Il doit y arriver. Ça va être difficile de mettre la voiture au point, tout ça, mais ça, il saura le faire. Il se dit que Magnussen pourrait remplacer Maldonado, et même Alonso a fait partie de ces rumeurs. Info, intox? Alors, je pense que c'est de l'intox, tout simplement parce que c'est pas le moment pour Renault de recruter une pointure comme Alonso. Ils pourront le faire, ça, il faut qu'ils se mettent en quête de séduire un grand pilote de pointe en 2017 ou 2018. Pas avant. Pour l'instant, l'autre problème qui se pose, c'est un problème purement mathématique. Maldonado et Palmer, ils apportent de l'argent. Si vous devez les virer, il faut dépenser plus d'argent. Donc d'un côté, vous gagnez, de l'autre côté, vous perdez beaucoup. Le calcul, il est simple. Et puis, pour développer une première année, Maldonado et Palmer, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est déjà, je l'ai dit, recruter de l'équipe, mettre toute l'équipe en place, fluidifier tout le circuit, Enstone, Viry-Châtillon, les grands patrons qui sont à Boulogne, Billancourt, etc. C'est ça qu'il faut faire. Donc, que ce soit Maldonado, Palmer, vous ou moi, ça c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est mettre l'équipe en place. Pour revenir un instant sur Ferrari, les dernières rumeurs annoncent Charles Leclerc et Mick Schumacher dans la Ferrari Driver Academy. Quel est votre avis sur les deux pilotes? Eh bien écoutez, pour ce qui concerne Charles Leclerc, je sais qu'il est parfaitement pressenti, donc ça n'a pas de problème là-dessus. Mick Schumacher, ça serait plutôt un problème, je dirais, affectif, s'il venait. De toute façon, Ferrari, ils peuvent devoir cela à la famille Schumacher. Parce que Michael, il a beaucoup pris, mais il leur a beaucoup donné. Donc ça, voilà, je vois ça comme ça. Je pense que Charles Leclerc y sera. Si je disais qu'il y a 3... alors, il est monégasque, Charles. Oui. Mais si je disais qu'il y a 3 Français, dont un qui est monégasque, qui peuvent accéder en F1, je dirais qu'il y a Gasly, il y a lui, et puis il y a Ocon. Voilà, ces 3-là, à mon avis, ils vont pouvoir grimper jusqu'au sommet. Donc Charles Leclerc, voilà, j'en pense beaucoup de bien. Mick Schumacher, je l'ai vu conduire, je l'ai vu aussi lui conduire pour la première fois au Mans avec Giuliano Alesi. Voilà, il se débrouillait. Schumacher, je dirais que c'est plutôt sa maman, c'est-à-dire quelqu'un de pondéré, de très calme,
et qui, je suis sûr, analysera vraiment les choses comme il faut le faire. Voilà, je ne sais pas s'il a le talent de son père, personne ne peut le dire. Oui. Personne n'a vu vraiment conduire, et est-ce qu'il en a vraiment, il en a envie, mais est-ce que ça va aller plus loin, on ne sait pas. Donc il faut attendre. Que pensez-vous du fait que des pilotes comme Van Dorn ne puissent pas arriver en F1 après avoir écrasé le championnat de GP? Stoffel, il est saucissonné par son contrat avec McLaren. Donc, aller chez McLaren en 2016, ça ne sera pas non plus un truc absolument formidable. On va l'attendre comme le Messi. Or, la voiture, elle va progresser. J'espère pour mon ami Boulier qu'elle va progresser. Mais c'est surtout Honda qui doit progresser. Et ce serait peut-être pas un bon cadeau à lui faire. Non, ce qu'il faudrait faire pour Van Dorn, faire ce que font pas mal d'équipes d'ailleurs, c'est, comment je pourrais dire, le louer à une équipe de pointe quelque part. Voilà. Sinon, je regrette profondément qu'il ne soit pas en F1 dès cette année. Mais bon, il faut attendre un peu. Moi, je suis sûr que c'est un très très grand. Je fais une grande confiance à un personnage qui s'appelle Frédéric Vasseur, qui est le patron de la RT Grand Prix, qui connaît les jeunes. Il a fait débuter Hamilton, il a fait débuter Rosberg, donc il sait où il met les pieds. Et il m'a dit, c'est de Van Dorn, c'est le meilleur qu'on ait jamais eu. C'est le meilleur que nous, notre équipe, on n'ait jamais eu. Donc, je fais confiance à Frédéric Vasseur pour ça. Ça, il a le pif pour ça, il sait très bien, et s'il me dit ça de Van Dorn, c'est que c'est vrai. Voilà. Donc c'est un très grand pour moi. Est-ce que c'est bien d'intégrer le programme de jeunes pilotes de McLaren quand on voit que, par exemple, Magnussen a été pris, ils l'ont viré, ils ont pris Van Dorn, ils n'ont pas de place pour lui? Oui, mais c'est ça le problème. Le problème des drivers development. Renault en a un, ou on aura un, Ferrari en a un, tout le monde en a un, c'est de prévoir l'avenir. Mais dans l'avenir, il y a 10 pilotes, mais il y en a un qui arrive seulement. La F1, c'est toujours pareil. C'est une question de pyramide, et on arrive au sommet, et au sommet, il n'y en a plus qu'un, ou deux dans l'équipe. En 2003, la Ferrari s'appelait F2003 GA, en hommage à Giovanni Agnelli, décédé. Est-ce que selon vous, cette année, la Ferrari pourrait s'appeler F2016 JB, par exemple, pour Jules Bianchi? Je réfléchis à ça, je réfléchis à cet hommage. Je ne sais pas si ça peut vraiment passer. Les décisions des sigles des voitures, ça se prend souvent assez rapidement. Tout d'un coup, quelqu'un a une idée. Que ça soit pour Jules ou pas, je ne le sais pas. Très franchement, je ne peux pas vous dire. J'adorerais ça, hein, j'adorerais ça. Mais bon, Jules, qu'est-ce que vous voulez? Jules, c'est une autre histoire terrible. Il y a eu cet accident, et puis on savait très bien, dès le dimanche soir, que tout ça c'était fini. Et puis ça dure, et ça dure. Et donc on se reprend à espérer. On se ment soi-même. Moi, je me suis menti à moi-même, en me disant, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose, quelque part, une étincelle. Et puis voilà, il n'y a pas eu d'étincelle. Mais il y avait tellement de mois, de semaines qui passaient, je me disais, ça va, peut-être que je me trompe, voilà, et voilà, je me suis menti à moi-même. Une petite nouvelle rassurante, voilà. Donc voilà, je fais cette parenthèse sur Jules Bianchi parce que ça, c'était un des moments les plus durs de 2015, son enterrement à Nice, où je voyais tous ces jeunes, là, ses copains, Charles Leclerc, on en a parlé, tous les jeunes pilotes là, qui pleuraient, comme des enfants, qu'ils sont d'ailleurs, des enfants. Et j'ai trouvé ça terrible, terrible. C'est un très mauvais souvenir pour moi. Quels sont les progrès à faire en F1, tant sur les voitures, on a par exemple parlé des bulles, des airbags aussi, donc tant sur les voitures que en bord de piste? Alors pour ce qui concerne le bord de la piste, il faut comprendre que dans auto et mobile, il y a mobile et il y a auto. Hein. Donc on ne peut pas écarter, même à 2 à l'heure, un accident. C'est impossible. Donc il faut bien comprendre qu'on aura toujours cette partie dangereuse de la voiture. La bulle, moi je ne suis pas pour vraiment, je sais que c'est difficile. Je sais qu'on va cette année renforcer encore les protections pour les pilotes et les casques des pilotes, mais voilà, c'est inhérent à la vitesse, on ne peut rien faire. Et moi la bulle, s'il faut extraire quelqu'un rapidement d'un cockpit, je préfère qu'il n'y ait pas de bulle. Parce que la bulle, finalement, on ne sait pas trop bien. Et d'ailleurs, vous voyez bien que la FIA hésite dans cette histoire de bulle. Elle prospecte, ils font énormément de choses pour la sécurité. Eh bien, les techniciens de la FIA prospectent de tous les côtés pour voir ce qu'on peut faire. Parce que les premiers projets n'ont pas été bons. Et ça, je les comprends. Ce serait compliqué d'extraire un pilote si la voiture est retournée, par exemple. Par exemple. L'autre point, vous me parlez des extérieurs du circuit, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça aussi, c'est la vitesse. Vous pouvez avoir un circuit
le plus sûr du monde, on ne peut pas empêcher un accident terrible. Alors, on en est même réduit, vous voyez bien, à faire des run-off pour les virages et des choses comme ça. Par exemple, et finalement ça dénature un petit peu tout ça. J'ajouterais aussi qu'on a fait de tous les côtés vous savez, des mesures, des pénalités, des choses comme ça. Il faut arrêter. Il y a trop de choses, il y a trop de pénalités. Il faut, comme Jackie X, grand pilote devant l'Éternel, me disait hier soir, on va castrer les pilotes un beau jour. C'est plus possible. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Les mesures de sécurité, qu'est-ce que vous voulez faire? Je comprends aussi que c'est la part du danger, de la vitesse. Et si la Formule 1, il ne faut jamais perdre de vue que si la Formule 1 est aussi célèbre dans le monde, c'est aussi parce qu'elle a payé un tribut extrêmement cher à la mort notamment, hein. Faut pas, dans son histoire. Il ne faut pas oublier ça. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. De plus en plus de pilotes de Formule 1 veulent participer un jour aux 24 heures du Mans. Est-ce que c'est parce que leur voiture est 6 secondes moins vite que celle d'il y a 10 ans, par exemple? Non, je pense que les pilotes de Formule 1, d'abord, ils aiment conduire. Donc, conduire Le Mans ou conduire un Grand Prix, bon, c'est conduire. Je ne sais pas s'il y a un véritable engouement, parce qu'un pilote de Formule 1, c'est par nature quelqu'un d'égoïste. Or, au Mans, il faut partager la voiture. Quelqu'un comme Alain Prost, par exemple, n'a jamais voulu participer aux 24 heures du Mans parce qu'il ne voulait pas partager. Sa voiture était sa voiture. Personne d'autre ne l'a touchée. C'est pas le professeur pour rien. Voilà, on peut dire ça. Et donc, c'est la vitesse qui plaît aux gens. Mais bon, avant, il y a une époque où il y avait 10 Grands Prix, et puis il y avait Le Mans, et puis il y avait même des rallyes. On pouvait tous suivre. Là, maintenant, il y a 21 Grands Prix. À part Hülkenberg cette année, hein, les pilotes de F1 qui vont faire Le Mans, d'ailleurs cette année, ça sera à nouveau impossible, puisqu'il y a le Grand Prix à Bakou en Azerbaïdjan. Ça ne court pas les rues. Avant on pouvait le faire, maintenant on ne peut plus. Ce n'est pas une question de choix technique. Les voitures du Mans sont des voitures très très belles, hein, tout le monde le sait. C'est un art de piloter au Mans, mais ce n'est pas l'art de la F1. Attention, l'art de la F1 c'est de l'attaque permanente. L'art des 24 heures du Mans c'est savoir aller vite en ménageant sa monture. En F1 on ne ménage pas les montures, hein, à part Senna, Prost, qui rendaient toujours les voitures absolument nickel. Schumacher aussi, nickel. Il y a des gars, c'est des brise-fer. C'est-à-dire, ils gagnent des courses, mais la voiture est ruinée. Il y en a qui ne gagnent pas et qui la cassent quand même. Oui, dans mes idoles, il y a Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, il soudait ses voitures. Voilà. Mais il gagnait des courses. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Et au Mans, on ne peut pas faire ça. Au Mans, on ne peut pas faire ça. Je vous donne un exemple. À l'époque où il n'y avait pas la télémesure, Jackie X envoyait à son équipier une lettre dans lequel il promettait, il jurait quasiment qu'il lui dirait tout ce qu'il a eu sur la piste à chaque relais et que l'autre devait faire pareil. Pour avoir une confiance absolue. Il écrivait une lettre pour ça, Jackie. Ouais, c'est pour donner une idée. Bon, il n'y avait pas la télémesure. Hein. Vous pouviez cacher les trucs. Non, j'ai pas fait de sur-régime. Non, je ne suis pas monté sur le vibreur. Non, il faut être sincère. Maintenant, il y a la télémesure qui dit tout. Mais il faut savoir que Le Mans, c'est celui qui s'arrête le moins souvent au stand qui gagne. Voilà, c'est ça la règle. Merci beaucoup. Et on se revoit dans 5 mois. Dans 5 mois au Grand Prix. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Non, merci.